L'hôpital général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Haut-Katanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans les buts de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kabula Katwe à l'hôpital général Jason Sendwe, où on a noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sendwe, d'une capacité de 200 lits, a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le 4e étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipée du matériel ultra moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, vraiment, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûlés. Et là, vous allez le retrouver seulement ici à Sendwe. Sous les ovations du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Sendwe sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont les travaux s'exécutent à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en construction. Après l'hôpital général de référence Jason Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Haut-Katanga. Restons à Lubumbashi. Le déplacement des populations entre le Kasaï et le Katanga s'est justifié en grande partie par la pauvreté. Après la table ronde sur la cohabitation, les gouverneurs de l'espace concerné ont demandé au chef de l'État que les fonds de la péréquation soient payés pour financer le développement des provinces. Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, le dit à Pierre Kibambe-Somoïssa dans ce reportage. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ce cadre que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de 9 provinces, des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province haute, Jacques Kabula Katwe, au sorti de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kasaï et du Katanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt commun des provinces. Et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été
pris et le suivi sera assuré. Mais aussi, nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif, bien sûr, d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée le mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les départs. Alors donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation puissent accordés aux provinces du Kasaï, et que les provinces du Katanga bénéficient des fonds retenus pour les générations futures, les 10%, afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katangaises et kassaïennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eu avec Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions de cette table ronde, je les trouve très intéressantes. Et je l'ai informé en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des Katangais et des Katangaises. Et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces des deux espèces katangais et kassaïens. Le journaliste doit respecter les lois de la République. Plusieurs professionnels des médias ont émis des avis aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Thème choisi, les journalistes sous l'emprise du numérique. Les organisations des médias ont été conviées à Béatrice Hôtel. Placé sous le thème du journalisme sous l'emprise du numérique, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée d'une manière faste en présence de quelques personnalités ainsi que ces chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Tout en rappelant le travail abattu avant, pendant et après les états généraux de la communication et médias, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la réussite de ces grands rendez-vous. Le ministre de la communication et médias a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Comme vous avez pu le constater, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, la volonté politique de promouvoir une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, qu'il a démontré à l'occasion de sa double participation à nos États généraux. Le porte-parole du gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. La presse en soi, c'est d'abord toute une grande fonction. J'appelle ici les journalistes, notamment de Kinshasa, à observer le règlement de notre profession. Et d'une autre part, des lois de la République que nous devons respecter, parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait d'être journaliste, nous sommes des citoyens congolais à part entière. Si pour l'ambassadeur américain, la journée de la liberté de presse est une occasion de commémorer ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ces métiers, la représentation de l'UNESCO estime que le journaliste constitue un bien commun qu'il faut défendre. Cette liberté devrait être encadrée. Deux panels et échanges ont clôturé cette célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Merci. Pendant qu'on célèbre la liberté de la presse, des propos frisant l'injure ont été prononcés contre le président de la République. Patrick Mouyaya les a condamnés. Le ministre de la Communication attend des organisations professionnelles la condamnation de ce comportement. On l'écoute. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie des dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres.
J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Autre chose, les députés nationaux n'ont pas supprimé dans la loi électorale la disposition qui autorise aux membres des familles d'un élu d'être des suppléants. Quelques innovations ont tout de même été intégrées, telles que la suppression du seuil. Edith Chalakatala résume ce texte renvoyé à la commission PAG depuis hier pour toilettage. Le débat général sur la révision de la loi électorale est clos. Jugée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale est à présent à la commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. Alors que les prochaines échéances électorales approchent à grands pas, il y a lieu d'évoquer des grandes innovations contenues dans le cadre légal du jeu électoral à venir. Elles portent essentiellement sur la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats. Si le fameux seuil a été supprimé, il est pourtant remplacé par la condition de candidater à au moins 60% des sièges à pouvoir pour que la liste soit recevable par la CENI. La proportionnelle cède la place au scrutin majoritaire simple et les élections sénatoriales et des gouverneurs requerront un parrainage. Le népotisme qui bat son plein avec le candidat et ses suppléants, issus d'une même famille, est passé par les mailles du filet. Les familles dont les membres se succèdent aux fonctions d'État, parfois même du père au fils, entre frères, du mari à la femme, ont encore des beaux jours devant elles, aux grandes dames des électeurs. Les innovations sont nombreuses, mais elles ont encore du chemin à parcourir avec le consensus attendu des voix dissonantes pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Finances publiques, au-delà des attentes, la DGI a dépassé les assignations budgétaires pour le seul mois d'avril. 1,5 milliard de dollars américains ont été réalisés, un chiffre record décrypté par Cédric Keninambo. Un chiffre record, historiquement élevé, 3 000 milliards de francs congolais, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars américains mobilisés pour le seul mois d'avril par la Direction générale des impôts, dépassant ainsi les prévisions budgétaires. Cette performance porte un nom, Barnabé Mouakadi, directeur général de cette régie financière, l'un des adeptes de la dynamique positive imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a pris ses fonctions, il a mis sa stratégie en place, une stratégie qui est normalement orientée vers la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire faire de la Direction générale des impôts une administration performante. Alors, qu'est-ce qui explique cette performance? Les chefs de division communication et documentation, Jean Mouteba Kassendoué, évoque les plans stratégiques de l'équipe dirigeante de la DGI. Lorsque j'insiste en disant que la vision ou le plan d'action de la haute direction repose sur la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire c'est une administration fiscale qui travaille toujours en direction de l'accroissement des recettes, et pour y arriver, on ne va pas augmenter les taux des impositions, mais pour y arriver, il faut travailler en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces chiffres étonnants du mois d'avril représentent en somme les triples des recettes réalisées l'année dernière à la même période. Direction Guadolité, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a lancé aujourd'hui le cadre des concertations. Téti Samba, Hervé Poudi, reportage. Aux dernières heures de son séjour dans la ville de Guadolité, dans la province du Nord-Ubangi, le président de la commission électorale nationale indépendante a réuni autour de lui les parties prenantes et toutes les couches sociales de la population. Soucieux de se faire accompagner et de faire participer tous au processus électoral, Denis Kadima Kazadi a échangé avec eux pour éclairer la lanterne de la population de ce coin du territoire au cours du cadre de concertation qui a été organisé en présence des autorités politico-militaires, notamment le gouverneur de la province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, le maire de la ville également,
les autorités ecclésiastiques et les représentants de la société civile, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la centrale électorale a exprimé ses vifs remerciements à l'Assemblée et circonscrit les contours de l'activité du jour, peu avant de dresser l'état de lieu du processus électoral depuis l'installation du bureau jusqu'aux opérations en cours, en lien avec l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Il est important que chaque fois qu'il y a une occasion de faire, que nous puissions vous rencontrer pour vous écouter et poser des actes qui répondent à vos attentes. Un cadre de concertation, nous nous concertons. Vous avez des soucis, vous nous en parlez et nous, on essaie de répondre. Son intervention a suscité un vrai débat à cœur ouvert, des questions d'une part et des réponses de l'autre, et Denis Kadima Kazadi y a porté la lumière sur leurs préoccupations. La satisfaction pouvait se lire sur les visages visiblement enchantés, comme le témoigne le président des organisations de la société civile du Nord-Ubangi, Taylor Taïma. Nous sommes très satisfaits et nous sommes honorés de sa présence et ce qu'il nous a dit, ça nous a touchés et puis on a fait des échanges qui sont fructueux. En toute convivialité, l'activité s'est clôturée par un cocktail. Ainsi, le président de la centrale électorale et toute sa délégation pouvaient regagner Kinshasa. Rajeunissement de l'administration publique, mise à la retraite honorable des agents de l'État. Ces réformes sur lesquelles travaille le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, force l'administration, force l'admiration des partenaires dans le FMI. La mission du fonds en séjour à Kinshasa a été édifiée par Jean-Pierre Liao sur la rationalisation de la masse salariale. On fait le point avec Cédric Eninambo, Moke Maluma, Nadine Kilosho, Mastajab. Je voudrais vous souhaiter au nom du gouvernement bienvenue à Kinshasa. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme amorcée pour la modernisation de l'administration publique, la mise à la retraite digne des agents publics de l'État, le rajeunissement de l'administration publique et la dématérialisation des services publics de l'État, sous le leadership du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, sous la coordination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont suscité l'attention des partenaires multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international, dont la délégation conduite par la représentante résidente, Mme Gabrielle Léos, a conféré le lundi 2 mai 2022 avec le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, dans son cabinet de travail. À l'issue de ces échanges, le FMI a salué les avancées réalisées et a affirmé la volonté d'accompagner le processus déjà entamé. Nous avons une discussion très productive avec son excellent le vice-ministre de la fonction publique pour parler des plans de réforme des ministères, pour développer une administration publique efficace et très effective et aussi pour rationaliser la masse salariale. Il y a un plan de réforme très important dans les prochaines années et ça permettra bien sûr de faciliter la provision et améliorer la provision des services publics. Nous devions des partenaires avec les autorités dans les efforts de réforme. On va travailler bien sûr ensemble sur les projets principaux de réforme. On espère d'avoir des discussions en coopération très positives avec le ministère de la fonction publique pour affiner les réformes que les autorités ont proposées ou iront proposer à l'avenir. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liao s'active pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, celui de redresser et moderniser l'administration publique afin de permettre aux Congolais d'avoir accès aux services publics de l'État. Définir le mécanisme des financements pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de la mission que vient d'effectuer le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba à New York. Il a participé à l'Assemblée générale convoquée par les Nations Unies. Après sa brillante intervention à New York du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba est de retour au pays. Pour sa journée de travail du lundi 2 mai 2022, les membres de son cabinet et ceux de l'administration du ministère du Plan lui ont réservé un accueil chaleureux en guise de félicitations et d'encouragement pour sa brillante prestation. Une surprise pour les planificateurs du gouvernement. Le ministre d'État Christian Mwando Simba vient de
participer à une réunion de haut niveau en assemblée générale convoquée par l'ONU afin de définir les mécanismes de financement du fonds pour la consolidation de la paix dont la RDC est aussi bénéficiaire. Il était question qu'on porte la voix de la RDC, surtout en ce qui concerne le plan pour le désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation qui va être en cours, de manière à ce qu'on puisse donner plus de fonds à la consolidation de la paix et de manière à ce qu'on rehausse la part de la RDC. Le vote aura lieu en juillet. Nous avons fait le plaidoyer et le plaidoyer a été très bien reçu et notre voix a été entendue. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo, a donc fait entendre la voix de la RDC à ce grand rendez-vous qui tombe à pic en ce moment où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'investit pour la pacification du territoire national avec la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale. Au nom du gouvernement congolais, les planificateurs du gouvernement a sollicité auprès des pays contributeurs du Fonds pour la consolidation de la paix l'augmentation de l'enveloppe réservée à la RDC afin de relever les défis de la paix dans les zones en proie aux conflits armés. Merci Peggy Mukunda. Comme promis, une mission du Comité international des Jeux de la francophonie est à Kinshasa. Cette délégation a eu des échanges avec le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. Au centre, l'accompagnement des experts de l'OIF et l'évaluation de l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des sites pour ces Jeux. La présentation des civilités, le point sur l'évolution des travaux d'infrastructure devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023 et l'évaluation déterminante à mi-parcours des préparatifs y afférents, ces 3 sujets étaient au menu des échanges fructueux que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Moukandou, président du comité de pilotage, a eu lundi 2 mai 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe avec une forte délégation du Comité international des Jeux de la francophonie conduite par Madame Zeina Mina, directrice internationale des Jeux. Nous avons souhaité rencontrer le ministre de l'intégration, comme vous l'avez bien dit. Il est le président du comité de pilotage qui a donné son assurance sur la tenue des Jeux en 2023, l'engagement du gouvernement pour organiser ces Jeux et de la disponibilisation des budgets pour l'avancement et des travaux de réhabilitation et de construction et de l'achat des équipements. Signalons que cette délégation des experts du Comité international de Jeux de la francophonie, venus de Paris en France pour un accompagnement technique des experts nationaux, était accompagnée au cours de cette audience du directeur national de Jeux Isidore Kwanja Ngembo et du délégué général et secrétaire permanent du comité de pilotage, Prince Kangila. Pouvoir choisir, c'est un programme lancé aujourd'hui qui a trait avec la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents, des femmes. Plus de détails dans ce reportage signé Betty Amanikunda. La RDC bénéficie d'un programme Pouvoir choisir, axé sur la santé sexuelle et reproductive, l'hygiène sanitaire et prévention, ainsi que le genre et plaidoyer. Un programme financé par le Canada et qui sera exécuté par Oxfam RDC pour une durée de 6 ans dans la province de l'Équateur. C'est un projet qui s'insère vraiment en droite ligne dans les priorités du Canada. L'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon de bâtir un monde plus sûr, plus inclusif et plus prospère. Ce projet qui vient en appui à l'action gouvernementale dans la couverture sanitaire a été lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le projet Pouvoir choisir vient ainsi renforcer et aider à accélérer la facilitation de l'accessibilité de cette couche de notre population vulnérable aux services humanisés et surtout donner le choix par la bonne information en prohibant toute stigmatisation. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a salué et réaffirmé sa disponibilité dans l'exécution de ce projet qui inscrit les personnes en situation de handicap. La réalité des activités du présent programme qui vise l'accès des personnes vulnérables dont les personnes avec handicap dans les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé,
vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'inclusion sociale des catégories marginalisées, dont celles des personnes avec handicap. Le programme Pouvoir choisir sera implémenté dans 7 pays, dont 2 pays africains, la RDC et le Ghana. Le gouvernement fait appel à l'expertise du CEC pour la traçabilité et la labellisation des produits Made in Congo sur les marchés. Ces sujets étaient évoqués au ministère du Numérique. Comment procéder sur la traçabilité et l'authentification numérique des produits fabriqués en République démocratique du Congo? Le ministre du Numérique se lance dans le processus du code à barre pour l'identification numérique des produits et informations alphanumériques. Ainsi seront mises à contribution des chiffres correspondant au préfixe entreprise attribué avec référence, entendez partie code produit avec la propriété de la marque commerciale. Le dernier chiffre du code à barre sera une clé de contrôle. La République a besoin de statistiques fiables et la République a besoin que quand on se retrouve à l'extérieur, qu'on soit en mesure de connaître la traçabilité et la provenance des minerais. Nous avons voulu connaître avec la digitalisation comment nous allons pouvoir procéder pour que d'une part les opérateurs économiques se retrouvent dans le fonctionnement de ce qui se fait et d'autre part que le pays se retrouve dans les attentes. Une délégation allemande dont messieurs Balthazar et Peter accompagnés d'autres Congolais est arrivée au ministère du Numérique en vue de partenariat avec le gouvernement congolais. Les Allemands sollicitent l'accompagnement du ministère du Numérique pour l'installation en République démocratique du Congo de la crypto-monnaie dans la digitalisation de la monnaie. Et puis cet avis d'appel d'offres sur l'acquisition des véhicules pour la mobilité des agents et cadres du secrétariat général à la coopération internationale. Le ministère des Affaires étrangères sollicite des offres souples et fermées de la part des candidats éligibles répondant aux qualifications requises pour fournir en 2 lots distincts des véhicules terrestres pour la mobilité des agents et cadres du secrétariat général à la coopération internationale, soit 3 véhicules pour la mobilité des agents, 4 véhicules pour la mobilité des cadres. La passation des marchés est conduite par l'appel d'offres ouvert du 25 février 2022 tel que défini par la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Pour plus d'amples informations concernant les 10 dossiers, le ministère des Affaires étrangères prie à ceux dont la chose intéresse de s'adresser à la cellule de gestion des projets des marchés publics du secrétariat général à la coopération internationale, 6 avenue de la Justice, numéro 2381, commune de la Gombe, dans l'enceinte de la direction générale de la SNEL, au 2e niveau du bâtiment secrétariat général de la coopération internationale, aile gauche, derrière, dernier local, à gauche, au plus tard le jeudi 26 mai 2022. C'est signé Christophe Lutundula Apala Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Des poissons chinchard avariés ont été vendus sur les marchés à Idiofa. Ces produits impropres à la consommation ont été rattrapés puis incinérés. Nicole Seseploka relate les faits qui incriminent des personnes connues dans la ville. La police nationale congolaise, commissariat d'Idiofa, a incinéré un important lot de poissons chinchard, communément appelé mpiodi, vendus tard la nuit à la population. Les vendeuses ont été surprises par les éléments de l'ordre. Selon les témoignages des infortunés, cette opération a bénéficié de la complicité d'un avocat. Ce dernier a été interpellé par la police nationale. Le colonel Mungila déplore ces comportements malheureux et invite la population à la franche collaboration avec la police nationale congolaise. Un bon nombre de gens comprennent le sens de notre action, mais ce qui est vrai, il est tout à fait normal pour ceux qui achètent, qui se lancent dans cette sale besogne. Ils ne seront pas contents de nous. Nous demandons à la population de nous aider en dénonçant, en se refusant aussi d'acheter des produits impropres, parce que ça va décourager même les vendeurs
à mettre sur le marché ce genre de produits qui ne sont pas de bonne qualité. Et nous n'allons pas inventer des choses. Les lois existent déjà. Nous allons mettre en application toutes les dispositions légales à notre portée pour protéger les hommes, les femmes, les jeunes, disons en gros, la population avec leurs biens. Un mot de la fin, je vous remercie d'avoir été dès le début de l'événement jusqu'à l'incinération de ce que nous avions eu arrêté. Je félicite humblement la RTNC. La chambre froide qui s'est livrée à la vente de ces poissons impropres à la consommation appartient aux établissements L'Envol dont les camions transportant ces vivres frais s'étaient renversés vers le pont Kwango, ce qui a endommagé les bons conditionnements de ces vivres frais. Les prix des produits de grande consommation vont baisser. Le gouvernement réduit de moitié la TVA sur le lait, le sucre, les viandes, les abats. Cette mesure est prise en charge dans la loi de finances 2022. Il y a toujours un souci pour le gouvernement de la République, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soulager le panier de la ménagère, frappé depuis par la Covid-19 et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne. La commission tarifaire en session extraordinaire ouverte ce 3 mai 2022 va se pencher entre autres sur la mise en œuvre de la TVA sociale de 8% en faveur des produits de grande consommation. Cette session va également analyser les requêtes des opérateurs économiques. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, parle de la portée de cette session. Les membres de la commission vont débattre, entre autres, des positions tarifaires idoines correspondantes aux produits visés par la TVA sociale, ainsi que des mesures de leur correction, sachant que l'objectif ultime est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie. Quels sont ces produits? La directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda-Walwom, fait la déclinaison, pose le préambule. Le gouvernement de la République, à l'issue des concertations avec le secteur privé, avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national. Les chachards congelés, les poissons salés, les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine, les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine, les viandes et abats comestibles des volailles, le riz, le sucre, le lait en poudre, les eaux conditionnées pour la table, le sel iodé, les savons de ménage et les allumettes. En référence à la nomenclature du système harmonisé de codification et désignation des marchandises en vigueur, il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées concernées. C'est à corriger. Merci Reki Nzouzilo et Mayawel. On termine par ces deux notes noires. La première est signée Adèle Kainda Maïna, ministre d'État, ministre du portefeuille, subsidiairement à mon communiqué relatif, dit-elle, au décès du secrétaire général du portefeuille, M. Kapwa Kamenga Emmanuel, survenu le jeudi 14 avril 2022. Je porte à votre connaissance que le programme des obsèques du défunt se présente comme suit. Aujourd'hui, mardi, veillée mortuaire au carrefour familial, 6 avenue Bakali, numéro 46, Super Lemba, arrêt GD. Voilà, aujourd'hui mardi. Et mercredi, demain, à partir de 9h, mise en place terminée. 9h30, arrivée à la morgue du cinquantenaire des membres de la famille, amis et connaissances, agents et cadres du ministère du portefeuille, personnalités et autorités. 10h11, arrivée de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. 10h15, arrivée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. 10h17, levée du corps exposition. 10h20 à 10h25, mot d'accueil du modérateur et lecture du programme. Il est prévu le culte et d'autres cérémonies qui seront guidées par le protocole. Et puis à 11h,
Prière et levée du corps pour la nécropole 1 Benzalé. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et puis le deuxième communiqué nécrologique, la famille Kassendwe a la douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants de Cabinda le décès de leur père, grand-père Papa Kassendwe Sapopol, survenu le vendredi 29 avril 2022 à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente comme suit. Demain mercredi à 17h, messe de Requiem qui sera dite à la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa par Monseigneur Placide Lubamba, évêque du diocèse de Kassongo. Le même mercredi à 19h, veillée mortuaire dans la salle SPI, salle polyvalente d'Inga, située sur l'avenue Inga Bandal, référence alimentation Yesu Ninjibu. Jeudi à 9h, exposition de la dépouille mortelle dans